là, tu vois, moi, ce que j'aimerais, là, tu vois, c'est on commence un podcast. J'aimerais limite. Si je n'avais pas arrêté de fumer, je serais avec une galbiche dans la main et je serais en mode salut à tous et bienvenue dans le podcast de l'amour. Avec une voix bien évidemment type Good Morning England. Et on est là pour faire de la radio. Mais pas du tout. J'ai arrêté de fumer, je vais vivre plus longtemps pour travailler plus longtemps. Sujet d'actualité, sujet un peu sensible. Ce n'est pas le sujet que nous allons aborder aujourd'hui parmi les autres sujets que j'aimerais aborder dans ce podcast qu'on pourrait appeler podcast pilote. Podcast, je sais pas du tout ce que je fais, mais on verra bien. Podcast, qui a vu le micro? En tout cas, j'essaie de ne pas trop le coller devant ma bouche pour éviter des interférences de merde et des bruits un peu désagréables. Mais que voulez-vous? C'est un podcast pilote et que font les pilotes? Eh ben, ils pilotent moult choses et en l'occurrence potentiellement des chars, car ce soir moi j'aimerais bien parler des chars léopards, sujet d'actualité. Chars léopards allemands employés dans beaucoup d'armées en ce moment, qui étaient en tout cas et qui sont toujours d'ailleurs au centre de l'actualité, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que les Ukrainiens réclament apparemment corps et à cri des chars, et l'Ukraine, à ce que je sache, n'est pas productrice de ses propres chars à l'heure actuelle. Bien peu de pays le sont. Il me semble qu'il y a la France avec le Leclerc, l'Allemagne avec du coup le Léopard. On a les Américains avec Abraham et autres, on a les Anglais avec tout ce qui est Challenger, en tout cas moi je parle surtout des chars dont on entend parler en ce moment, et forcément les Russes avec toute leur série T, T pour terrible, aussi bien dans le bon sens mais surtout dans le mauvais comme on a pu le voir ces derniers temps. Le sujet des chars sera je pense abondamment abordé après la guerre par rapport à leur utilisation au combat dans les guerres modernes, parce qu'on a quand même vu des trucs qui font réfléchir. Mais le char reste en tout cas réclamé par l'Ukraine, tout simplement parce que, alors et là c'est moi qui pars évidemment, supposition du gars qui a un peu bien étudié le sujet de la Seconde Guerre mondiale et autres, et qui pense pouvoir dire, alors je ne suis pas expert mais j'ouvre quand même ma gueule. C'est que jusque-là, on a toujours vu les Ukrainiens faire une guerre de défense face à l'envahisseur russe, et ils ont quand même envoyé des sacrés déculottés aux blindés de ces derniers. Mais que dans l'idée, même si on a tendance à se dire, bah dis non, face aux drones et tout ça, les chars, ça sert à quoi? Bah ça sert toujours à reprendre du territoire, parce que pour l'instant les Ukrainiens sont bloqués dans une guerre de défense, et que si ils veulent reprendre du territoire, eh bien avoir des blindés ça permet de couvrir ses potes, avoir des blindés ça permet d'aligner des cibles à distance et de ne pas risquer des soldats. Et jusque là pour l'instant on n'entend pas trop parler de suprématie aérienne, j'ai pas l'impression que la maîtrise du ciel soit le plus gros enjeu dans ce conflit. Alors peut-être que c'est parce que les deux camps n'ont plus trop d'avions à s'opposer, hein, ce serait pas étonnant vu comment le début du conflit s'est déroulé en fanfare. Il y a quand même les hélicos, mais maintenant avec les missiles et les contre-mesures, un hélico ça s'abat plus ou moins rapidement, selon moi. En tout cas de ce qu'on a vu, ça, entre les Stinger et tout ce qui est missiles infrarouges, on peut dire que ça... les hélicos, c'est pas des canards, mais ça y ressemble pas mal. Mais du coup, pour revenir au sujet des léopards, lorsque j'avais vu le sujet, je m'étais un peu étonné du fait que les Allemands mettent des plombes à se décider par rapport à ces livraisons de chars léopards, parce qu'il faut savoir que, en fait, même si l'Allemagne a décidé de ne pas filer des léopards, les pays comme la Pologne, l'Espagne, Finlande, il me semble aussi, n'ont pas le droit d'enfiler. Il faut avoir une autorisation d'exportation, parce qu'en fait c'est l'Allemagne qui leur vend ses chars, mais c'est plus ou moins réglementé l'armement. Elle veut que les chars ils restent en tout cas à strict usage des pays qu'ils ont achetés, que ça se retrouve pas par Mons et par Vaux au hasard, qu'on voit sur des images, je sais pas, un léopard utilisé par l'État islamique. Ça aurait pu être une possibilité. Donc pour éviter ça, il faut des contrats d'exportation pour autoriser les pays acheteurs à exporter leurs chars.
Et l'Allemagne, qui est pourtant un pays qui est voilà, le good guy de l'Europe, à toujours prendre les meilleures décisions pour tout le monde, a quand même bien fait durer la décision de livrer ses chars pour des raisons qui leur sont propres et qu'on essaie de deviner parce ils ont fait bien peu de communication là-dessus, ce qui d'ailleurs était incroyable parce que les mecs étaient en mode on va livrer des chars, mais on ne livrera des chars que si tout le monde livre des chars. T'as les Américains qui disent bah nous les Abrams ça peut partir, t'as les Anglais qui ont fait nous les Challenger ça peut partir. Ouais non mais plutôt des membres de l'Union Européenne, vous voyez. Bon nous Français je sais pas si nous Leclerc on a trop envie de les filer. Mais t'avais la Pologne et du coup d'autres pays qui étaient en mode mais frérot nous on est prêt à les livrer nos chars. Bah oui mais c'est des léopards. Bah oui mais on n'a pas le droit du coup, file-nous l'autorisation. Ouais on va aussi réfléchir à ça, ouais. Ah, ouais. Et puis du coup aujourd'hui, c'est-à-dire le 25 janvier 2023, ils ont enfin donné leur feu vert. Et ils vont livrer en tout cas certains de leurs chars à eux, mais la Pologne, la Finlande va leur en livrer. L'Espagne, je ne sais pas, parce qu'il paraît que l'Espagne, un coup leurs chars ils sont plus en état, ils peuvent pas les livrer, un autre coup, t'inquiète, ils vont en livrer. Et, euh, et là, la raison, je pense qu'il y a plusieurs raisons qui ont fait que l'Allemagne a hésité à livrer des chars. Alors la première, selon moi, c'est au niveau du futur de ces chars en fait. Et là on part dans deux directions un peu différentes. C'est tout d'abord, imaginons les Ukrainiens ils récupèrent l'intégralité de leur territoire, les livraisons de chars ont continué, ils ont quand même pas mal de chars, et puis les mecs se chauffent parce que l'ennemi c'est la Russie, mais l'ennemi c'est surtout Poutine. Les mecs se chauffent et se disent mais en fait on va pas arrêter nos progressions jusqu'à ce qu'on soit à Moscou pour entre guillemets, je sais pas, rétablir la démocratie, chasser Poutine, se mettre à l'abri, etc., etc. Et ben, ça la foutrait mal, je pense, pour les Allemands de voir des images des médias de leurs chars en Russie utilisés par les Ukrainiens qui, que ce soit des cibles militaires ou non, déglinguent des villages, foncent traversant la Russie. Je pense que l'Allemagne d'aujourd'hui, en tout cas les politiciens allemands d'aujourd'hui, verraient ça d'un mauvais oeil au niveau de la pub que ça pourrait leur donner. Et l'autre raison, c'est pour laquelle ils ont limité, c'est je pense que, bah, imaginons, ils livrent 15 chars léopards aux Ukrainiens, je pense qu'il y en aurait 14 qui se retrouveraient sur le front. Parce que si j'étais un Ukrainien, moi, si je recevais des chars de cet acabit, je me dirais, bon, la belle bête, hein, la belle bête, et après la guerre, il faudra qu'on les achète, c'est con, parce que ça coûte cher. Ce serait quand même sympa qu'on puisse produire les nôtres de chars. On n'appellerait pas ça léopard, on appellerait ça gros chat. Tigre, non c'est déjà pris. Panthère c'est déjà pris. Qu'est-ce qui reste? Caracal. On appellerait ça le char caracal, dis donc. Ça ressemblerait vachement à un léopard. D'aucuns diraient qu'on a pompé tous les plans en prenant un char, en le mettant dans une usine et en prenant toutes les mesures possibles et imaginables. Sauf que du coup le léopard c'est une exclusivité allemande. Donc je pense que les Allemands étaient pas très chauds de livrer leurs chars parce que bah, je pense que c'est inévitable, hein. Si tu leur livres des chars, les Ukrainiens vont en utiliser pour essayer de produire les leurs, hein, même si pour l'instant ils ont eu pas mal de chars russes. Et ils se sont bien gardés, je pense, de les copier parce que ça a prouvé que c'était pas forcément les meilleurs. Donc je pense que c'est deux raisons qui ont poussé les Allemands à bien réfléchir à la question avant de donner l'autorisation pour les livraisons. Ça et une idée strictement personnelle ça n'a aucun fondement. Mais vu que l'Allemagne va livrer certains de ses chars, je me demande si aussi retarder la prise de décision n'était pas juste pour camoufler le fait qu'ils étaient en train de se manier le cul comme jamais, en fait, pour remettre leurs chars en état de marche. Parce que depuis déjà, bah, en 2013, on faisait déjà des blagues comme ça, limite 10 ans, ouais, il y a les blagues qui circulent sur l'armée allemande qu'ils sont à peine capables de mettre un avion sur trois en l'air. Pareil pour les chars. Et bon, jusque-là, en tout cas au niveau des avions, c'était plus ou moins vrai, hein. C'était un peu chaud, tellement ils investissaient pas dans leur armée. Bon, du coup, avec la guerre en Ukraine, on a vu il y avait eu une grande décision d'investir là-dedans. Mais je pense qu'il y a quand même de grandes chances que leurs chars étaient en train de pourrir dans les hangars sans qu'ils aient tourné depuis un bail, qu'il y a eu un coup de pied au cul pour leur mécano pour remettre tout ça tout ça en ordre de marche et direction l'Ukraine.
Sachant que du coup on rebondit sur le fait que les Espagnols, pour certains trucs qu'ils devaient livrer, ont dit ah mais non en fait les machins ont pourri dans les hangars, ils sont pas du tout utilisables, on peut pas les livrer. Donc ce serait pas impossible que nos amis espagnols nos amis allemands aient quelque peu ouvert des hangars pour voir qu'il y avait des mythes dans les tourelles et que les obus étaient bien mangés par la rouille avant de se dire bon, il nous faut 2 semaines. Alors on va faire genre ouais non mais c'est chaud pour vous savez la guerre nanani et nanana, qu'en fait ils étaient juste en train d'essayer de réparer à fond leur char. Mais du coup, là, tandis que j'étais en train d'en parler, je vois que la France n'exclut rien quant à la livraison des Leclerc. Oui, mais ne pas exclure, ça ne veut pas dire oui. Bon, les Washington 30 à 50 Abrams, bon bah ça c'est normal, hein, j'ai envie de dire, les mecs... En fait, là, on voit que c'est aussi un marché qui s'ouvre, hein, on va pas se mentir, hein. Ce qui fait que je pense que la France va envoyer des Leclerc, c'est que l'Ukraine, à un moment donné, va se retrouver avec des Leclerc, des Abrams et des Léopards sur le front, donc il y a déjà un cauchemar logistique, mais ça je pense que maintenant ils sont habitués parce que depuis le départ ils sont livrés du matos par absolument le monde entier, mais c'est jamais la même chose, donc je pense que leur logisticien, il leur faudra une belle médaille. Mais surtout, à un moment donné, c'est de la pub à ciel ouvert. Si à un moment donné, les léopards font de la daube et les Leclerc surperforment à côté, tous les pays qui se posent des questions sur comment renouveler l'arme blindée de leur pays, ils vont regarder ce qui se passe en Ukraine, ils vont voir que les Leclerc c'est que du bon, alors que les léopards c'est bof, ça a des défauts, que les Abrams c'est vieillissant. Bon bah là, le marché est gagné pour la France et ça va faire des super commandes. Donc voilà, mon petit point sur la situation de livraison de chars pour l'Ukraine, sachant qu'on parle énormément des chars lourds du coup, mais il faut aussi prendre en compte la livraison de blindés légers ou moyens qui accompagnent les troupes pour tout ce qui est opération urbaine et tout ce genre d'emploiement parce que bah, les chars ça peut pas aller partout et si tu veux couvrir ton infanterie il va aussi falloir en livrer et apparemment les Américains évidemment sont sur le coup avec leur blindés de soutien d'infanterie Bradley, donc bon on va voir ce que ça donne hein, parce que bon j'ai envie de dire tout est bon à prendre mais c'est surtout on recherche l'ouverture de marché hein. Mais après, pour terminer là-dessus, j'avoue que j'avais peu de doutes sur le feu vert des Allemands pour l'envoi des chars. Déjà, la pression de leurs collègues européens qui font que, bon, bah, normalement, c'est l'Allemagne avec la France, c'est un peu les big boss de l'Europe, hein, mais à un moment donné, vu la pression, l'Allemagne ne pouvait que craquer, mais surtout qu'avant même qu'ils donnent l'autorisation de livraison des chars, il y avait déjà l'autorisation de former des équipages ukrainiens à utiliser les léopards. Donc j'ai envie de dire, ce n'était qu'une question de temps. Du coup, on en est là pour le sujet des petits chars en Ukraine, parce que hein, c'est tout beau, c'est tout chaud, ça fait toujours plaisir. Et puis bon, quelle meilleure personne que celui qui a lu deux trois articles au pied levé et qui a mûrement réfléchi à la question dans sa bagnole pour parler de ce sujet. Mais bon, hein, si vous voulez, vous aurez qu'à vous référer à l'espace commentaire pour dire que je suis un connard. Je les lirai avec attention parce que évidemment j'accorde beaucoup d'importance et de crédit aux avis des gens. Après, c'est pour speak fact, si c'est pour parler fait et dire non, non, t'as dit de la merde à ce moment-là et tout, moi j'ai dit faites donc parce que plus on donne notre avis, plus on a des chances de se rapprocher de la vérité. Sauf si on est le complotiste. Mais bon, ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre à l'ordre du jour? Qu'est-ce que j'avais mis? Moi j'avais mis. Ce que. Ah oui, j'ai revu un film récemment sur Netflix et ça c'est un film dont je pense je ne verrai pas non plus extrêmement souvent, mais je ne pense pas que je m'en lasserai. C'est le film Le Rituel.
le rituel que j'ai revu récemment. Je l'avais regardé à sa sortie du coup sur Netflix en 2017 et récemment je l'ai revu parce que ça me fait toujours un petit quelque chose. Et je dois avouer qu'en fait, les films, du coup, c'est épouvante, horreur, pays d'origine au Royaume-Uni. Bon, c'est au Royaume-Uni, mais ça reste quand même un film qui se déroule en Norvège, Suède, Suède, c'est cela même. Et du coup, c'est un film qui pourrait se placer un peu dans la lignée des films indépendants, ou en tout cas d'auteurs indépendants, qui ont pu rendre des projets viables grâce au financement de Netflix. Et j'avoue que lorsque je suis allé, en tout cas sur Sens Critique, alors référence ou pas, c'est en tout cas moi j'y vais généralement pour sonder la température. Généralement après avoir vu un film, parce que si tu y vas avant, ça peut un peu te refroidir, alors que tu peux totalement prendre ton pied sur un film qui est noté de la merde. J'ai été un peu surpris que les notes globales s'articulent autour de 6 à 5 sur 10. Bon, c'est pas catastrophique, ça reste une moyenne, mais j'avoue que j'étais un peu surpris. Alors pour le sujet du film, c'est tout simplement une bande de potes qui ont un de leurs amis qui se fait malheureusement tuer durant un braquage d'une épicerie et qui du coup décide plus ou moins d'honorer l'une des, pas ses dernières volontés, c'est mes dernières suggestions dans le lieu de leurs vacances. Cet ami avait suggéré pourquoi on n'irait pas faire de la randonnée en Suède. Tout le monde était contre en disant non, c'est mieux de faire ci, la fête, etc. Ibiza, tatati, tatata. Mais du coup, face au décès de leur ami, bah, ils décident, on va dire pour lui rendre hommage, d'aller sur un lieu de trekking en Suède. Et à un moment donné, par la force des choses, ils se retrouver à traverser une forêt et ça va légèrement s'envenimer sur fond un peu de folklore suédois, potentiellement un peu de religion, du paganisme, etc. Je n'en dirai pas plus. Mais en gros, le film est tout simplement un premier jet d'un cinéma un peu indépendant avec une touche anglaise, donc assez détaché des poncifs qu'on voit dans le cinéma américain en matière d'horreur. Et j'ai trouvé que pour un film qui n'a pas un budget énorme, et ça se voit, mais qui a un budget respectable, il fait quand même le café. Et j'ai cru comprendre que les gens ont vu un peu, ouais, un acte manqué, une mayonnaise qui ne monte pas, quelque chose qui, en fait, à la fin du film, on se dit il manquait un truc pour que ce soit vraiment très bien. Et moi, j'avoue que je suis d'accord et pas d'accord parce que, enfin, vous verrez par vous-même à la fin du film, mais à la fin du film, j'ai eu une sensation un peu d'expédié, mais d'un autre côté, si on m'avait servi quelque chose d'autre, je trouve que ça aurait peut-être un peu plus, ce serait peut-être un peu plus rentré dans les poncifs un peu du film, soit slasher, soit film d'horreur un peu lambda, où à la fin c'est longuet, c'est tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, on s'en est sorti, etc. Et que j'aurais peut-être été moins satisfait en me disant bon la fin était un peu convenue, plutôt que quelque chose qui se termine de manière un peu plus abrupte, peut-être parce qu'à un moment donné sur la fin du film on était à court de budget ou etc. Ou c'est peut-être une décision artistique que je respecte tout à fait. Mais je comprends l'idée qu'on puisse y voir un acte manqué, mais j'ai un peu de mal avec l'idée que qu'on note un peu ce film de manière durement, qu'on parte dans des 5 et des 6, après tout avis est subjectif évidemment, mais en tout cas, je vous recommande le film Le Rituel parce que c'est vraiment rafraîchissant dans ce que ça a à offrir. Le côté justement on manque de budget, enfin pas on manque de budget, mais on n'est pas l'un des plus gros budgets du moment, a fait prendre des décisions qui sont je trouve rafraîchissantes et puis du coup c'est un peu dans la lignée de films avec tout le folklore suédois, nordique de manière générale qu'on peut inscrire dans la lignée de Midsommar. Enfin, Midsommar, il me semble, est sorti après The Ritual, du coup, c'est plus l'inverse. Mais en gros, je trouve que en ce moment, comment dire, on se place dans des films d'horreur qui essaient soit de faire évoluer des genres, soit d'en réinventer. Je trouve ça super rafraîchissant. Ça nous change évidemment de ce qu'est de cette trilogie Halloween
qu'on a eu, qui aurait dû s'arrêter il y a bien longtemps parce qu'elle ne fait strictement rien à part essayer d'imiter l'original. Et ça m'a beaucoup déçu. Mais je trouve qu'avec The Ritual, on se place un peu dans une mouvance de films à la Midsommar, Hereditary. Alors je dois en oublier parce que des films d'horreur j'en mate, mais après pour me souvenir de tous. Mais en tout cas, si je cite ces trois-là, c'est qui m'ont marqué. Bah, après Midsommar, Hereditary, il me semble que c'est les mêmes producteurs, mêmes scénaristes. C'était une masterclass, hein, on va pas se mentir. Hereditary peut-être plus Midsommar, mais j'aime bien la direction dans laquelle vont, vers laquelle vont les films d'horreur parce que ça permet de, de- de- d'apposer une nouvelle réflexion sur ce qu'est l'horreur au cinéma. Et on est enfin en train de se détacher des gros genres qui ont eu leur âge d'or, mais qui maintenant, c'est du revu et revu. Hein. C'est comme revoir Halloween aujourd'hui, le premier du nom. Il y a plein de trucs, tu te diras, mais ça, j'ai déjà vu dans 1000 films d'horreur. Bon, bah oui, c'est peut-être Halloween qui a apporté ça et les autres n'ont fait que copier. Mais dans l'idée, le film d'horreur s'est basé sur la surprise, sans que ce soit du screamer la plupart du temps. Bah, maintenant, on est totalement à la recherche de cet élément de surprise qui nous permettra en fait de tout simplement apprécier un film d'horreur pour ce qu'il est, c'est-à-dire faire peur et pas surprendre. Avec les screamers, je veux dire, il peut nous surprendre avec son histoire, mais si c'est juste des screamers pour nous faire sursauter, bon, je pense qu'on peut s'en passer et passer à autre chose. Donc voilà, parmi les petites dernières choses que j'ai vues ces derniers temps, c'était le film The Ritual que je recommandais pas mal. Après, The Ritual, c'est sûr que ça n'arrive pas à la cheville de l'hérégie de ces derniers temps que j'ai pu voir, c'est-à-dire Hereditary, où ça faisait bien longtemps, où devant un film d'horreur, j'étais pas juste en train de me dire, mais waouh, la claque, et surtout, une fois que tu te couches le soir, t'éteins la lumière, et là, tu regardes les angles de la pièce et tu fais, ah, ça va pas être facile de s'endormir. Donc voilà. Vous pouvez vous le lever sur Netflix. C'est accessible, c'est que du bon. En avant la vie et les films d'horreur, n'oubliez pas que regardez-les avec parcimonie parce qu'ensuite, faut souffler un peu. Et du coup, alors, exactement en rapport à ce que je viens de dire, c'est faux. Je voulais partir dans un sujet qui touche, mon boulot de généalogiste successoral. Ça s'appelle les origines de parcelles, parce que je pense que pour ceux qui tentent d'acheter un logement ou en tout cas un terrain, il ne vous a pas échappé que ces dernières années, le prix a absolument 100% explosé. Et que du coup, maintenant, vous vous retrouvez en train de vous dire, ah la vache, euh, c'est cher. Effectivement, c'est cher, et puis ce qui fait qu'en fait, la moindre petite parcelle de merde se trouve avec un prix qui justifie, en tout cas, euh, que des gens veuillent les acheter, que ce soit pour faire des agrandissements, jardin, terrain, baraque, faire une place de parking, que sais-je, et du coup, bah, ouais, en fait, il y a des parcelles au niveau de la transmission de propriétaire à propriétaire qui ont été oubliées, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens ont tout simplement, enfin un cadastre où les gens qui possédaient ont oublié qu'ils possédaient cette parcelle et qui du coup, en gros, lorsque des gens se sont manifestés en disant bah, j'aimerais bien acheter cette parcelle juste à côté de ma baraque, on regarde au cadastre, on voit le dernier propriétaire et on se rend compte que le mec est décédé dans les années 80-90 et que du coup c'est pas, enfin c'est moyennement normal qu'il n'y ait pas de propriétaire en tout cas à l'heure actuelle de vivant, et du coup, en gros, les notaires arrivent et nous demandent, voilà, j'ai cette parcelle-là, est-ce que vous pouvez me confirmer la propriété et me faire une confirmation de dévolution pour me trouver les héritiers du dernier propriétaire. Du coup, comment confirmer la propriété d'une parcelle. Voilà, j'ai appris à faire ça très récemment durant une journée aux archives et j'ai trouvé ça vraiment très sympa à faire, en tout cas quand ça fonctionne.
C'est en gros dans l'idéal, pour commencer, vous avez la parcelle au cadastre actuel, vous regardez à quoi ça ressemble, à quoi ça correspond sur le site cadastre.gouv, et ensuite vous allez sur le site des archives pour trouver ce qu'on appelle le cadastre napoléonien, qui est du coup le premier morcellement cadastral pour saisir l'impôt foncier, alors si je ne m'abuse. Et sauf que en gros, à cette époque, les numérotations de parcelles n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, hein, parce qu'ensuite il y a eu du morcellement, il y a eu du remembrement ou réorganisation, il y a des champs qui ont été divisés en je sais pas combien de parcelles pour en faire des propriétés, etc., etc. Mais le but en fait, c'est de prendre le cadastre d'aujourd'hui, de le comparer au cadastre napoléonien pour voir, voilà, en 1814, 1820 des brouettes, parce qu'ensuite ça va continuer évidemment. Et il me semble que le cadastre napoléonien, même si ça porte le nom napoléonien, c'est genre les exemplaires qu'on a, c'est 1827. Et en gros, vous dites, ah d'accord, donc en 1827, la parcelle que j'ai aujourd'hui, elle correspondait à tel numéro de telle section. Ensuite, une fois que vous l'avez, et vous avez intérêt à pas vous gourer, il faut faire appel à un autre document qu'on appelle l'état de section, qui est tout simplement, une liste de toutes les sections et des numéros de parcelles dans un registre, et à tel moment, le propriétaire, c'est lui. Donc une fois que vous avez le propriétaire, vous allez faire appel aux matrices cadastrales qui sont constituées de plusieurs centaines de folios. Et en fait, si dans l'état de section vous partiez du numéro de parcelle pour arriver à un propriétaire, avec les matrices cadastrales, vous allez prendre la table alphabétique au départ, vous allez retrouver le nom et prénom de votre gars qui est propriétaire, et en gros, à partir de là, vous allez regarder dans les colonnes les parcelles qu'il possédait, les deux ou une parcelle qui vous intéresse, et ensuite vous avez date d'entrée, c'est-à-dire le moment où il l'a obtenu, mais vous avez aussi des dates de sortie qui correspondraient à la date où il l'aurait vendu. Et à partir de ce moment-là, vous avez un numéro de folio qui peut être dans le même registre qui va vous orienter vers un nouveau propriétaire. Et voilà, et de fil en aiguille, vous allez avancer dans les années avec les différents folios pour à la fin tomber sur, voilà, en 50, 60, c'était lui le propriétaire, et là il n'y aura pas de date de sortie. Alors ça peut vouloir dire que la parcelle n'a pas été transmise, mais en tout cas voilà, vous arrivez à montrer que sur les folios de matrice, le dernier propriétaire c'était lui. Vous arrivez à choper dans les hypothèques l'acte d'achat de cette parcelle au nom de ce mec-là, et puis ensuite vous avez qu'à faire la dévolution pour trouver ses héritiers, en espérant que ça remonte pas trop loin évidemment, pour avoir le propriétaire final. Et à partir de là, mais ça peut devenir un bordel, parce que du coup, là, c'est dans le cas où ça se passe super bien, mais par exemple, imaginez pour une commune qui à la base n'en était pas une quand le cadastre a été fait, par exemple si vous avez des presqu'îles ou des tout petits villages qui sont devenus des communes, par exemple en 1860, bah en 1820, c'était des hameaux qui dépendaient d'une autre commune. Donc en l'occurrence, il faut d'abord aller voir dans les matrices cadastrales de la commune dont elle dépendait avant. Et puis ensuite, par exemple, si elle a été créée en 1867, bah, quand vous avez une date de sortie qui date de 1868, bah, du coup, il faut retrouver maintenant la parcelle dans les matrices cadastrales après 1867. Et en fait, généralement, il faut partir du principe que si cette parcelle a été oubliée et qu'il n'y a pas de propriétaire à l'heure actuelle, c'est qu'il y a eu une couille quelque part. Et en fait, c'est à vous de voir où il y a eu la couille et d'essayer de la régler. Là, en l'occurrence, en ce qui me concerne, le village qui était concerné, alors c'est dans le Morbihan, c'est une presqu'île de Gavre, qui avant dépendait d'une ville qui s'appelait Riantec, lorsque le cadastre a été fait. Tout s'est bien déroulé dans les matrices cadastrales de Riantec, et à un moment donné, tout passe à Gavre. Et au moment où ça passe à Gavre, le mec qui était propriétaire à Riantec, bah, il ne l'est plus. On ne sait pas pourquoi. Il y a un nouveau propriétaire, et le mec en plus il a une petite annotation à côté des parcelles qui est P.
Et P dans une matrice cadastrale, ça veut dire que c'est une copropriété. Donc non seulement il y a un nouveau propriétaire, mais en plus il n'est pas tout seul. Et maintenant il faut que je détermine si il est copropriétaire avec un gars, c'est-à-dire potentiellement le proprio que j'avais trouvé avant, ou plusieurs mecs qui n'ont strictement rien à voir. Et du coup, alors que j'allais vers l'avant, maintenant il va falloir que je revienne en arrière avec les matrices au nom de ce gars pour voir à quel moment il a acquis la parcelle, comment, par qui, etc. Donc quand ça se passe bien, c'est vraiment génial, je pense, de bosser de ce genre de dossier. Mais dans l'idée, vu que c'est le cadastre qui a réussi à paumer une parcelle, chose qui est quand même assez étonnant, bon, on peut partir du principe que ça se passera jamais véritablement bien et que ce sera des larmes et beaucoup de recherches dans les matrices afin de trouver où ça a merdé et d'enfin fournir le propriétaire manquant. Voilà concernant les dossiers de parcelles, les origines de propriété comme on les appelle. Et je pense que ce sera tout parce qu'une demi-heure c'est quand même pas mal pour un épisode pilote. Et puis bon, de toute façon c'est surtout fait pour tenter d'avoir des avis et surtout qu'on me dise alors ça c'était bien, ça par contre c'était nul à chier, ne refais jamais ça. Genre je sais pas si je faisais genre à la boire un coup d'eau comme ça. Je ne pense pas que ça scie à tout le monde. Donc voilà. Je pense qu'une demi-heure ça peut être pas mal dans le sens où moi qui parle tout seul, je pense qu'une heure ça serait un peu trop long. Puis même moi, parler pendant une heure, bon merci déjà. Là ça fait quand même une bonne demi-heure pour trois petits sujets pas piqués des hannetons. C'est pas mal, c'est pas mal. Et puis on va voir, hein, moi. À la rigueur, si on me file des sujets en plus de ceux que je grappille de ci de là, ça peut être quand même assez coolos parce que ouais. Parce que ça c'est un souci que j'ai, c'est que moi personnellement je fonctionne énormément au rebondissement dans une discussion avec des gens. Que j'organise ma pensée généralement en fonction de ce que disent ceux en face de moi, ce qui est du coup assez cool, hein. Ça veut dire que je suis ouvert au colloque, mais ça veut aussi dire que lorsque je me retrouve à faire entre guillemets une masterclass devant mon micro tout seul, je m'essouffle un peu vite une fois que j'ai terminé ce que je voulais dire. Donc voilà, bisous bisous, portez-vous bien, et puis j'espère qu'on se retrouvera peut-être pour un autre podcast avec un micro différent à un moment donné, parce que j'anticipe direct le bruit de fond, mais bon, avec un micro de casque de type Corsair, je ne pense pas pouvoir faire grand chose, il faudra que j'investisse dans un micro adéquat. Allez, bisous à tous, ciao ciao.